Les rêves, c'est ce qui motive l'équipage de Luffy d'aller d'île en île. Tous plus différents les uns que les autres, la diversité est au cœur même de l'équipage. Alors, on s'est intéressé en détail à tous les rêves des Mugiwara. Quel est le plus difficile? Quel est le plus facile? Quels rêves sont liés au siècle oublié? Mais c'est pas tout. Voyons ensemble qu'est-ce que ça englobe leurs rêves, le contexte et les conséquences extérieures qu'ils ont sur le monde de One Piece. Alors, entrons dans les rêves de l'équipage au chapeau de paille. Par exemple, commençons avec un homme qui ne fait que fuir et mentir, mais qui possède des qualités exceptionnelles dans le tir et aussi une chance incroyable. God Usopp. Peureux et faible, mais victime d'un succès improbable, c'est lui qui nous a déclaré à son entrée sur Grand Line qu'il voulait devenir un brave guerrier des mers. Un rêve certes petit, mais du moins réaliste. Usopp n'est pas un homme extrêmement fort et courageux comme ses mensonges le prétendent. C'est l'individu le plus humain de l'équipage. Alors, son rêve, bien que peu précis, nous paraît largement atteint à l'heure actuelle, avec tout ce qu'a fait Usopp aux côtés des membres du Sunny, jusqu'à aujourd'hui. Le mec est passé de faiblard, pas capable de combattre, à un dieu idolâtré par tout un peuple à Dressrosa. Il s'est confronté à des personnages avec des pouvoirs divins, comme Ener, à Skypiea avec sa foudre, ou Kizaru avec sa lumière, et Perona avec ses fantômes. Remarquable pour un simple humain comme lui. Il est devenu capable d'utiliser le haki de l'observation, de développer des plans pour combattre. Et même à l'époque, avant l'ellipse, il a eu la chance de démontrer face à Luffy que même lui peut être un combattant féroce, en utilisant habilement ses dials, les armes vicieuses. Alors, comment se fait-il que Usopp ne considère toujours pas son rêve encore accompli? Eh bien, pour deux raisons possibles. La première, c'est que parmi tous les éléments qui ont développé le rêve d'Usopp, les géants Dory et Brogy ont joué un rôle très important dans sa vision des choses. On sait qu'Usopp attend d'aller sur Elbaf impatiemment, depuis très longtemps, alors peut-être que le seul moyen de comprendre son réel statut serait que le prince du peuple des géants, Loki, vienne lui dire qu'il est un brave guerrier des mers, qu'il prenne enfin conscience de sa grandeur. Mais la deuxième raison possible, c'est aussi qu'il considère peut-être son rêve comme inachevé, tant que son capitaine n'a pas atteint le sien. Alors, tant que Luffy n'est pas le roi des pirates, Usopp ne se considère jamais comme un brave guerrier des mers. Son rêve est le plus facile de tout l'équipage, le plus accessible parmi toutes les folies qu'on va voir ensuite. Alors montons crescendo et passons au rêve du charpentier et cyborg de l'équipage. Franky. Son rêve est assez simple, il veut voir son navire atteindre les bouts de ce monde, comme le navire de son maître, Tom. Lauro Jackson l'avait fait, c'est au tour du Sunny de reproduire l'exploit, c'est son objectif ultime. Il veut le voir, son rêve se réalisera très facilement, puisque déjà, on n'est pas du tout dans le concret comme le rêve de Chopper ou de Nami. Non, là, tout comme Usopp, son rêve relève d'une perception, une symbolique que lui seul pourra décider si oui ou non elle est accomplie. Et c'est plutôt facile de s'imaginer son rêve se réaliser, vu que le Sunny est clairement le bateau ultime. Il a mis plein d'accessoires, des mini-bateaux à disposition, des coups de burst, des armes, et je pense qu'il a même ajouté des petites choses présentes sur les plans de peloton. Et puis il est gigantesque quoi. Tout ça aligné grâce à un matériel très coûteux mais très résistant, le bois venant de l'arbre d'Adam. Et puis surtout, Franky est là pour réparer le bateau si besoin ou ajouter de nouvelles choses. Donc aucun moyen qu'il y ait un nouveau problème à la réalisation du voyage du bateau et du rêve de Franky. On ne verra pas de nouveaux navires pour l'équipage après le Sunny. Personne ne veut revivre la fin du Going Merry. Sortons des navires et passons à la catégorie des rêves, qui sont dans une catégorie intermédiaire en termes de difficulté. La moyenne, pas facile, mais qui reste pas non plus inatteignable. Alors venons à la rencontre d'un rêve squelettique, celui de Brook. L'objectif final de cet homme, doté d'une seconde vie, est de pouvoir revoir Laboon, la baleine qu'il avait rencontrée durant sa première vie, aux côtés de York et du Rumbar, et avec qui il s'était lié d'amitié. Concrètement, Brook pourrait atteindre très rapidement son rêve, s'il n'avait pas d'autre objectif en tête, puisqu'il a juste à repasser sur Reverse Mountain pour recroiser son vieil ami. Mais vu la dynamique avec le fait que Laboon cherche désespérément à passer la structure de Redline, qu'il y ait une sorte de symbolique qui nous dit explicitement que cette fameuse structure rouge mystérieuse est destinée à être détruite, pas forcément que pour Laboon, mais aussi pour la réalisation du rêve d'un certain Sanji, via All Blue. Tout ça nous montre que pour réaliser son rêve, Brook va finir d'une manière ou d'une autre par détruire Redline, pour revoir son ami plus rapidement, ce qui rend son rêve un peu moins accessible que prévu. Parmi les personnages les plus extravagants auprès des femmes dans l'équipage, il y a certes Brook le musicien, mais il y a aussi le cuistot, Sanji, qui possède un rêve qui est partagé par de nombreux cuisiniers. Trouver All Blue, cette mer légendaire où se trouvaient toutes les espèces différentes de poissons, les 4 mers du monde, un recueil et un paradis pour tout cuisinier.
Mais ce lieu pose de nombreuses questions. D'où vient la légende, sachant que Redline semble exister depuis la création de ce monde? Et si cet endroit a existé, mais fut perdu par la création de ces montagnes rouges? Est-ce que All Blue ne serait pas une des révélations de l'histoire de ce monde, et en particulier du siècle oublié? Tout est peut-être lié. En tout cas, Oda semble vouloir garder le mystère sur ce fameux lieu, qui n'a été seulement évoqué par Zeph, Sanji et quelques cuisiniers. Depuis, aucun autre personnage ne nous a donné plus d'infos ou semble intéressé par la recherche de ce lieu mythique. Selon nous, le rêve de Sanji s'achèvera dès lors que Redline sera détruit, créant donc cette fameuse zone où toutes les mers se croisent. C'est littéralement la seule solution, à moins que l'auteur décide de nous surprendre comme il sait si bien le faire. Continuons avec le rêve d'un médecin, un reine médecin. Chopper. Devenir un docteur capable de soigner n'importe quelle maladie. C'est ça, le rêve du petit Chopper. Un rêve auquel il est sur une très bonne voie. Puisque lors d'Onigashima, c'est lui qui a changé la dynamique de la bataille, en réussissant à trouver un antidote très rapidement contre le virus malveillant de Queen qui transformait tout le monde en démon glacé. Mais il n'est pas encore assez proche de réussir, bien que sur la bonne voie. C'est lui qui était impuissant pour aider à faire revenir à la normale les enfants ayant subi les expérimentations de gigantification sur Punk Hazard. Il ne pouvait pas faire grand chose, il fallait que Vegapunk s'occupe du problème. Mais qu'en est-il des maladies incurable dans l'œuvre? Chopper réussira-t-il à soigner des maladies comme le saturnisme, la maladie des écailles de saphir, la maladie qui avait atteint Roger? Mais surtout, dans le futur, Chopper va devoir trouver une solution à l'espérance de vie de Luffy, qui a gravement baissé à cause de tous les sacrifices et épreuves qu'il a fait subir à son propre corps. Aussi, ça serait bien qu'il puisse guérir la maladie qui atteint Doku. En tant que probable adversaire final, ce serait son dernier grand geste. En tant que pirate et médecin, le guérir véritablement. Un bon cadeau pour ce mec qui est complètement starbé. C'en est terminé de la moyenne, rendons-nous dans la catégorie des rêves les plus difficiles à atteindre. Et passons à un rêve totalement lié à la puissance, celui de notre épéiste préféré, Roronoa Zoro. Avec l'objectif de devenir le meilleur sabreur du monde, chose qu'il a promis à sa rivale d'enfance, Shimotsuki Kuina. Alors ici, pas d'exploration, pas de recherche, les seules choses qui peuvent lui permettre d'atteindre son rêve sont l'entraînement et les combats, rien d'autre. Alors pour atteindre ce fameux titre, une seule solution, battre le tenant du titre, Dracul Mihawk. Mais est-ce que ce sera vraiment lui, le tenant du titre éternellement? Car le problème est que Mihawk a carrément entraîné Zoro pendant 2 ans, ce qui rend tout ça très particulier, ce qui me laisse croire plutôt à Nojoro comme adversaire et dernier pilier de ce titre exceptionnel. Zoro, malgré sa discipline impressionnante, était prêt à remettre en cause son rêve pour le bien de son capitaine. D'une part face à Kuma à Thriller Bark, en se sacrifiant pour lui, mais d'une autre part, en demandant à genoux à ce modèle Mihawk de l'entraîner pour devenir plus fort, et ainsi éviter de refaire un événement à la Sabaody. Allons ensuite vers le rêve du paladin des mers, Jinbei, qui en soi n'a pas d'objectif propre à lui. Il suit plutôt les idéaux et objectifs des grandes figures de son peuple, ceux de Fisher Tiger qu'il a prôné autour de l'équipage des hommes-poissons, mais surtout le rêve de Otohime, de rendre les hommes-poissons et les humains égaux, pour qu'ils puissent vivre à la surface, mais aussi arrêter cette discrimination constante envers leur race. C'est donc devenu, par son expérience aux côtés de figures inspirantes, son rêve. C'est ce qui l'a poussé à accepter l'offre de rejoindre les grands corsaires pour protéger et aider son peuple. Mais Jinbei n'a pas toujours été partisan de cette vision de cohabitation. Au début, c'était l'un des personnages sur l'île qui n'en avait rien à faire de ce que voulait Otohime. Et puis en côtoyant Fisher Tiger, sa vision changea petit à petit. Mais dans un sens, sa mission n'est pas très différente de celle de Monkey D. Dragon. Lui qui veut abolir le système du gouvernement mondial, Jinbei se doit lui aussi, s'il veut réaliser son rêve, de devoir en quelque sorte faire arrêter ce système de classe supérieure et inférieure. Ce système qui fait les yeux fermés sur la vente de sirènes. Alors, en plus de ça, il y a aussi la prédiction de Madame Shirley à prendre en compte, qui disait que Luffy allait détruire l'île des hommes-poissons. Et là, on ne voit qu'arriver ce moment que par la possibilité de la destruction de Redline, ce qui rend tout ça bien plus difficile, puisqu'impliquant la destruction d'un élément énormissime, faisant partie intégrante du globe. Enfin, quand on parle de cohabitation entre les différentes espèces, ça implique que les hommes-poissons doivent venir vivre tout comme les autres à la surface. Donc c'est ainsi que le Noah, le navire géant, viendra les sauver de la destruction de leur île, tracté par l'aide des rois des mers via Poséidon. Ce navire géant les ramènera à la surface. C'est ainsi que sur les débris de Redline, une nouvelle île des hommes-poissons naîtra, mais surtout une ère nouvelle. Revenons sur des membres de l'équipage plus féminins, par exemple l'archéologue qui est devenue la femme la plus convoitée du monde, Nico Robin, qui possède la volonté de découvrir ce qui s'est vraiment passé durant le siècle oublié. Ceci passe donc par le déchiffrement des poneglyphes, une langue qu'elle a appris à comprendre dès son plus jeune âge sur Ohara, mais qui lui a donc valu une jeunesse constituée de fuites de trahison.
Ouais, en théorie, juste voir ce qui s'est passé, ça consiste à lire les 9 Ryō poneglyphes éparpillés dans le monde. Mais le gouvernement mondial veut à tout prix éviter que quelqu'un découvre la vérité, ce qui rend très difficile sa quête à l'histoire. Ils ne vont pas hésiter à soudoyer Chui pour arriver à la trouver. Mais Robin est forte et possède des amis capables de la protéger au cas où. Alors il ne reste plus qu'à découvrir l'emplacement de ces fameux Ryō poneglyphes. Le truc, c'est qu'on n'a aucune idée de si ces 9 pierres sont éparpillées chacune dans 9 différents endroits ou c'est au même lieu que ces 9 pierres se réunissent. Le mystère reste total. Bien que Rayleigh, lors de sa discussion avec Robin sur le siècle oublié, nous ait explicitement dit qu'en atteignant Loftel, ils ont découvert la vérité sur ce monde, impliquant que les 9 sont sur cette île légendaire où se trouve le One Piece. Restons sur le féminin et passons à Nami. Une femme a un rêve bien particulier, mais un rêve compréhensible pour un navigateur. Dresser une carte du monde. Mais pas quelque chose de global, car ça a déjà été fait, comme on l'a vu sur Ohara, avec un globe qui représentait le monde et les différentes planètes. Non, ici, on parle de quelque chose bien plus précis, c'est-à-dire de toutes les différentes îles qu'englobe le monde de One Piece, délimitées par 4 mers différentes. Rien que cartographier une seule mer est un calvaire pas possible, qui prend un temps énorme et demande en plus de ça une certaine qualité en survie et navigation, pour être capable de survivre à tous les imprévus de ce monde. Regardez Campbelt, c'est une galère si t'as pas un moyen autre que le vent pour avancer. Rien ne bouge là-bas, le temps reste le même, aucune vague, c'est un bourbier. Limite la mer dans One Piece, c'est le continent caché dans Hunter x Hunter. C'est trop long, rien que pour cartographier le quart, et bah ça prend des années. Mais bon, Luffy est un grand speedrunner, donc pour l'instant c'est assez rapide. Mais Nami est une personne déterminée, et son rêve demande sans aucun doute de faire le tour du monde pour pouvoir tout cartographier. Ça demande un certain temps, mais aussi une certaine puissance pour pouvoir survivre à tout. Sans oublier qu'il faut pour pouvoir tout cartographier, atteindre à un moment ou un autre l'Optail, ce qui rend le rêve de Nami parmi les plus difficiles de l'équipage. Luffy. Alors celui-là, même pas besoin de me présenter. Vous le connaissez tous son rêve. Il le répète à longueur de temps. Devenir roi des pirates. Un titre qui le place comme l'homme le plus libre du monde. Précédemment atteint par Goldie et Roger, être roi des pirates est la raison même du départ de son aventure en mer. Simple à atteindre en théorie, cela demande juste de voyager en mer, jusqu'à trouver 4 grosses roches incassables, des rocs de poneglyphes, qui permettront, en les déchiffrant, de trouver la localisation du trésor, le One Piece, mais extrêmement difficile en pratique. La mer regorge de dangers, de monstres marins, d'événements météorologiques inexplicables, mais aussi de personnes puissantes, possédant eux-mêmes ces fameux rocs de poneglyphes. Alors il faut les battre pour en gagner l'accès. C'est tellement difficile que des personnages qui sont là depuis des décennies, comme Kaido ou Big Mom, n'ont jamais réussi à rassembler les informations des 4 roches rouges. Seul un homme dans l'histoire a su, alors que depuis un total de 800 ans, il n'avait pas été trouvé. Luffy n'a aucune idée de ce qu'est réellement le One Piece. Pourtant, malgré qu'il ait eu par l'intermédiaire du second roi des pirates la possibilité d'avoir des informations capitales sur le contenu du trésor, il refusera catégoriquement d'en savoir plus, valorisant plus le voyage et l'aventure comme le réel bienfait pour ce trésor. Mais Luffy possède au-dessus de cela un rêve encore plus fou, un rêve qui ne peut être atteint seulement après avoir réussi à devenir roi des pirates. Son rêve ultime, qui a créé des émotions folles chez les individus l'ayant entendu. Le même rêve fou qu'avait annoncé Roger à Oden et Barbe Blanche. Alors dites-moi en commentaire quel est son véritable rêve selon vous, parce que pour l'instant, ça reste un des plus grands mystères de l'œuvre. Le rêve de Luffy étant le départ même de l'œuvre, c'est facilement qu'on peut le classer parmi les rêves les plus difficiles à atteindre, puisque qui d'autre peut se targuer d'avoir un rêve intermédiaire, devenir roi des pirates, et d'avoir quelque chose d'encore plus exceptionnel ensuite. Plus je me suis mis dans les recherches de cette vidéo, plus j'ai l'impression que les 3/4 des rêves sont liés avec Redline. Et c'est vrai que c'est vraiment bizarre, une structure comme ça qui s'étale sur tout le globe, à voir si ce n'est pas lié à une création du gouvernement mondial, ou même des Lunaria qui étaient là avant. Ou même c'était peut-être tout simplement une requête de Im. Tout ça, ça se lie au final à l'atteinte du One Piece par Luffy, et à la découverte du monde il y a 800 ans via Robin. Bref, sans eux, le rêve des 3/4 de l'équipage n'arriveront jamais à la réalité. En espérant que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait réfléchir et remémorer des souvenirs sur les rêves des membres de l'équipage du Chapeau de Paille. De notre côté, c'était un plaisir. Et si vous aussi c'était le cas, alors je vous laisse vous abonner à la chaîne pour rejoindre le royaume Lulusia. On vous dit à la prochaine, ciao!